Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi, je suis en pleine forme et je suis plein de reconnaissance envers l'univers. Nous sommes en fait sur Terre dans une parenthèse. Nous venons d'ailleurs et nous irons ailleurs. Seulement, nous avons tendance à oublier que ce n'est qu'un passage. Nous sommes pris dans les pérégrinations quotidiennes et on pense qu'on est des êtres physiques qui doivent de temps en temps vivre une expérience spirituelle, aller à la mosquée ou à l'église ou pratiquer d'autres formes de spiritualité ponctuelle, alors qu'en fait, c'est le contraire. Nous sommes des êtres spirituels qui vivent temporairement une expérience humaine. Il est important de se recentrer et de comprendre cela pour atteindre son plein potentiel et pour surtout s'épanouir. La réussite dont nous allons parler aujourd'hui, ce n'est pas la réussite professionnelle ou financière exclusivement, c'est la réussite dans un sens holistique, c'est-à-dire avoir des relations saines avec les autres, avoir une profession qui vous permet de vous épanouir, qui vous rapporte également de l'argent, avoir également dans votre vie une condition physique apaisante qui ne va pas vous amener à être stressé tout le temps. Bref, c'est un ensemble de choses. Et je veux vous parler de ça aujourd'hui en abordant le livre de Deepak Chopra, Les 7 lois spirituelles du succès. Ce livre, si vous ne l'avez pas lu, je vous le recommande fortement. C'est une pépite qui vous aide à vous reconnecter avec votre moi intérieur, avec votre moi supérieur pour accomplir de grandes choses et surtout trouver l'épanouissement et l'accomplissement. De toute façon, que vous l'ayez lu ou pas, je vais aujourd'hui vous en parler, essayer de le résumer, mais surtout aborder les 7 points principaux que sont ces 7 lois-là. Bienvenue si vous êtes sur la chaîne pour la première fois. Je suis Régis Cézine, je suis le fondateur de la Rock Academy. Notre mantra, c'est rêver, oser, créer, d'où le rock. Nous parlons sur cette chaîne de développement personnel, de soft skills, de mindset, de business, d'entrepreneuriat, de fait de société, bref, de tout ce qui permet à chacun d'entre nous de prendre conscience de son potentiel et de l'exploiter au maximum. Ce qu'on retrouve dans ce livre de façon substantielle, qui revient à tous les niveaux et qu'on retrouve également dans toutes les formes de spiritualité, qu'elles soient orientales, africaines, occidentales, c'est l'énergie. De mon point de vue, lorsqu'on tourne et qu'on fait le tour de ce livre, s'il faut retenir quelque chose, ce serait surtout énergie. Tout est énergie. Et aujourd'hui, au-delà de la spiritualité, des croyances des uns et des autres, il y a la physique quantique, les neurosciences et de nombreuses autres disciplines qui sont soit scientifiques, soit parascientifiques, qui aujourd'hui attestent de ce qu'en effet, tout est énergie. Nos pensées ont des fréquences. Ce que l'on dit émet des vibrations. La façon dont on se sent, nos émotions sont extrêmement puissantes. Il est donc important de comprendre comment tout ça fonctionne pour avancer. Alors, abonne-toi, si tu es là pour la première fois, abonne-toi, active la cloche de notification. Comme ça, tu seras informé de toutes les vidéos que je diffuse ici quotidiennement. La première loi que l'on retrouve dans ce livre, c'est la loi de la pure potentialité. Alors, Deepak Chopra, il faut comprendre déjà que c'est un Américain d'origine indienne qui est un défenseur des médecines alternatives. Donc, ce genre de personnage est parfois controversé, évidemment, parce que les partisans de la médecine classique trouve toujours des choses à redire à ses approches. Mais il dit des choses très importantes, notamment ce premier point où il parle de la pure potentialité. Il dit en fait que chacun d'entre nous doit essayer d'atteindre son pur potentiel, doit essayer de comprendre véritablement où sont ses forces, de se connaître en fait. Chacun doit essayer de comprendre et de connaître sa personnalité profonde au-delà de l'ego. Parce que ce qu'il explique très bien, c'est que la personne que nous pensons être, c'est généralement la personne que nous sommes pour les autres. Nous passons le plus clair de notre temps en interaction avec la société. Donc, nous portons des masques. Pour la plupart d'entre nous, il y a un masque. Et c'est ce masque qu'il faut faire tomber. Pour faire tomber ce masque, qui est celui de l'ego, généralement, il faut pouvoir se retrouver seul. Donc, il explique que pour amplifier le signal que nous avons, puisque nous émettons tous un signal, il faut apprendre à se retrouver seul. Il faut apprendre à méditer. Il faut apprendre à cultiver le silence. La méditation, c'est le premier point qu'il aborde et je pense que vous avez dû l'entendre ou le lire de nombreuses fois. C'est indispensable de pouvoir méditer. Pas seulement méditer sur un problème spécifique pour trouver une solution, mais méditer aussi de façon régulière, que ça rentre dans vos habitudes, de sorte à ce que en fait, ce soit des moments exclusifs et privilégiés et que vous ayez vous-même envie, chaque jour, de répéter l'expérience. La méditation va vous permettre d'être en accord avec vous-même, de vous retrouver, de vous recentrer et surtout de prendre conscience à chaque fois qu'on est effectivement des êtres spirituels et qu'au-delà des sens qui nous gardent en contact avec la vie physique, nous avons une existentialité. Nous avons nous-mêmes déjà une vie au-delà de tout cela. C'est ce qui est important, pouvoir se reconnecter grâce à la méditation. Cultiver le silence également
pas forcément avec la méditation. Cultiver le silence, ça peut être simplement s'asseoir sous un arbre, seul, mettre son téléphone en mode avion et kiffer tout simplement. Prendre plaisir à regarder la nature, prendre plaisir à écouter la nature, prendre plaisir à comprendre la nature, prendre plaisir à s'écouter sans parler. Et le silence, ça vous permet justement de vous calmer un petit peu, d'apaiser tout ce qu'il y a comme flux au fond de vous et dans votre vie, parce que nous sommes tellement sollicités entre le travail, la vie personnelle, la famille, etc. On est extrêmement sollicités avec les réseaux sociaux et tout ce qui existe aujourd'hui. Et il faut parfois trouver des moyens de se soustraire aux distractions pour se reconnecter et être avec soi-même, ce qui est essentiel. Il explique également que pour justement atteindre ce niveau-là de pure potentialité, il est important de pratiquer le non-jugement. Vous savez, nous sommes tous emprunts à des biais, de nombreux biais cognitifs, comme les distorsions cognitives par exemple. Il y a tellement de biais que chacun de nous possède, de par son histoire, ses expériences, son enfance, son vécu, qu'au finalement, on est prompt à juger. On est prompt à juger les autres, on est prompt à critiquer, on est prompt à prendre des décisions, justement, quand on juge, qui ne sont pas toujours des décisions réfléchies, c'est-à-dire des décisions rationnelles. Alors il faut se décider à ne pas juger. Il faut se décider à rester loin de cette habitude-là. Et ça se décide le matin. C'est-à-dire que quand vous vous réveillez, il suggère, et je trouve ça très pertinent, de se dire, parmi les différentes affirmations qu'on émet le matin, aujourd'hui, je m'emploierai à ne pas juger les gens. C'est pas évident. Je vous le concède. Parce que vu ce que chacun vit dans une journée, c'est pas évident, mais il faut travailler à cela. De toute façon, il n'y a rien de facile lorsqu'on veut s'améliorer. C'est toujours un chemin compliqué. Et le dernier point qu'il relève, c'est de communier avec la nature. Je trouve ça très important. Communier avec la nature, c'est vraiment pouvoir observer ce qui est autour de nous. Déjà, aller quelque part où il y a de la nature. Parce qu'avec tout ce qu'on construit, le béton, le bitume et tout ce qu'il y a, il n'y a pas beaucoup de nature quand on vit dans une grande ville, d'accord, dans une zone qui n'est pas une zone rurale, c'est compliqué. Alors, il faut trouver le moyen de s'évader. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont des maisons à la campagne, quand ils peuvent se permettre, ou alors des gens qui vont en week-end et qui vont dans des zones champêtres, rurales, pour pouvoir s'aérer l'esprit, s'oxygéner et se reconnecter. Il est très conseillé, par exemple, d'embrasser les arbres. Ça, c'est pas Deepak Chopra qui le dit, mais de nombreux autres chercheurs ou penseurs ont affirmé que embrasser un arbre, ça vous permet de vous reconnecter à la nature. Ou vous adossez à un arbre et vous connectez grâce à vos mains. Évidemment, si vous êtes dans un parc pas d'attraction, mais dans un parc, un jardin public, c'est pas évident. On se dit, comment les gens vont me regarder? Vous pouvez simplement vous asseoir et poser vos mains. Donc voilà un petit peu ce qu'il en est de cette première loi spirituelle du succès dont parle Deepak Chopra, la loi de pure potentialité. La deuxième loi, c'est la loi du don. Et ici, en fait, il explique que ce que vous savez certainement, mais qu'il est important de se répéter, parce qu'on le sait, mais on ne le pratique pas souvent. Donner, c'est recevoir. On dit souvent, en philosophie, en spiritualité aussi, ce que tu fais, te fait. Nous sommes en fait un tout. Aucun de nous n'est dissocié de l'autre. Quels que soient les problèmes de race, les problèmes de clan, les problèmes d'ethnie, c'est parce qu'aujourd'hui, nous avons perdu le sens de la vie. Quand on retourne dans la tradition africaine, les gens vivaient en communauté. Ils vivaient en communauté très longtemps parce qu'ils avaient compris ce principe-là. Quand on parle du Ubuntu, par exemple, c'est le principe selon lequel nous sommes tous connectés. Nous sommes un grand corps. L'univers est un grand corps et nous n'en sommes pas détachés. Nous en sommes juste des miasmes. Et ce que nous donnons, nous le recevons, que ce soit en bien ou en mal. Ça rejoint un peu la loi du karma dont on va parler tout à l'heure. D'accord ? Nous sommes finalement, en fait, dans une logique où c'est un peu comme si on bloque l'énergie quand on garde quelque chose. On dit aussi que l'argent, c'est une énergie, ça doit circuler pour revenir à vous. Si vous bloquez la circulation du sang, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, votre corps va arrêter de fonctionner, les organes ne seront plus alimentés, etc. Et puis, bam, ce qu'on ne veut pas qu'il arrive, arrivera. Ou ce qui doit arriver, arrivera malencontreusement plus tôt. C'est la même chose, en fait, avec votre attitude dans la vie. Si vous ne donnez pas aux gens, vous allez bloquer le processus de circulation. Et donc, ce qui est censé revenir à vous ne reviendra pas. Et on ne parle pas ici que de l'argent. Quand on parle de don, c'est le don de soi, c'est donner de son temps, c'est donner de l'attention, c'est donner de l'affection, c'est faire un compliment à quelqu'un,
c'est dire quelque chose de gentil, c'est aider une personne qui a du mal à soulever un colis dans la rue et lui donner un coup de main qui va vous prendre peut-être 20, 30 secondes ou une minute. Donc c'est toute cette logique-là en fait qui est importante et ça doit se pratiquer tous les jours, ça doit rentrer dans notre habitude, dans notre attitude pardon et dans nos habitudes. Ça ne doit pas être considéré comme des choses qu'on fait une fois en passant. Non, il faut véritablement trouver le moyen de ne pas bloquer cette énergie parce qu'à chaque fois qu'on envoie un signal dans l'univers, eh ben, ça revient de façon démultipliée. D'où les expressions comme que Dieu te le rende centuple, d'accord? Ou même de l'autre côté, hein, du bien, donc du côté du mal, quand on dit que si tu fais du mal, tu auras le retour en triple, etc. La loi du triple retour, ce n'est pas que triple. Ça peut être à puissance 10, puissance 100. Ce que vous envoyez vous revient. Donc il est important de décider dès le matin de respecter le miroir qu'est l'univers et de s'accorder avec ce miroir-là, de rester en phase avec lui et donc d'avoir conscience de ce qu'on fait à chaque fois pour ne pas, à cause de nos automatismes et de nos pensées négatives automatiques aussi, faire n'importe quoi, agir sans réfléchir et donc finalement bloquer l'énergie qui est censée circuler et la bloquer contre nous. Ne complote pas contre ton prochain, c'est comme si tu complotais contre toi, me disait un sage il y a quelques jours, ce qui rejoint totalement cette loi-là. Donc prenez la décision de donner tous les jours aux gens quelque chose, un sourire, un bonjour, un merci, des choses banales qui augmentent vos vibrations et qui vous maintiennent en harmonie avec l'univers. La troisième loi dont il parle, c'est la loi du karma. Tout le monde a entendu parler de cette loi plusieurs fois. Ce que tu fais, te fait. On revient un petit peu dans la même logique que la loi du temps, seulement qu'ici, il faut comprendre que c'est plus mécanique. Et ce n'est pas que la conséquence, parce que quand on parle du karma, les gens ont tendance à dire, voilà, tu récoltes ce que tu as semé. Oui, c'est vrai. Mais en fait, Deepak Chopra, il explique que le karma, c'est la cause et l'effet. C'est les deux. Donc, globalement, c'est une mécanique. L'univers est mécanique. L'univers n'est ni bon ni mauvais. Quand on dit que la vie est dure, c'est une façon de parler, mais en réalité, la vie n'est pas dure, elle est rigoureuse, parce qu'il y a des règles qui sont immuables. C'est ça. Ce que tu as fait, tu le récoltes. Pour ceux qui croient à la réincarnation, comme moi, ce que nous vivons aujourd'hui est la résultante de plusieurs autres vies que nous avons déjà semées. Et il faut purger un karma. Mais même pour ceux qui ne pensent pas que cette théorie-là soit vraie, il faut reconnaître que même dans la vie d'ici, si on laisse les vies antérieures et éventuelles, dans la vie actuelle, ce que tu fais, tu le paieras. Si tu ne le paies pas, tes enfants le paieront. C'est une question de lignée. Et toi, tu le repaieras plus tard ailleurs. Pour ceux qui croient au paradis et à l'enfer, ce sera là-bas. Pour ceux qui croient à la réincarnation, ce sera dans une autre vie. Mais dans tous les cas, il y a un solde. Si ton solde est débiteur, la vie te fera payer ça parce qu'il n'y a aucune dette qu'on ne paye pas. Alors, il propose certaines approches, justement. Il dit qu'on peut décider de payer ses dettes dans la vie actuelle. C'est-à-dire, on peut essayer de faire beaucoup de bien pour essayer de purger un petit peu son karma et d'épurer les dettes que nous avons au niveau de la trésorerie centrale, des caissiers en haut, je ne sais pas où. Mais on peut faire cet effort-là. Et ça permet donc d'alléger progressivement le poids de la croix que nous portons, pas pour que les effets s'en ressentent tout de suite, parce que c'est pas possible. Parfois, on vient avec des kilos de choses à payer, mais au moins pour alléger le chemin pour la suite. Encore une fois, la vie terrestre est une parenthèse. Nous ne savons pas où nous allons après. Même si on revient, on ne sait pas quel est le chemin par lequel on revient. Donc, il est préférable de choisir de faire du bien. En deuxième option, il propose d'apprendre de ses erreurs. Quand vous apprenez de vos erreurs, en fait, c'est que vous vous mettez dans une situation quand quelque chose se produit, plutôt que de vous plaindre et de dire « Ah, mais qu'est-ce que moi, j'ai tout le temps à avoir des problèmes » et de faire le Calimero, vous devez comprendre que ce qui vous arrive, vous en êtes responsable en partie, sinon intégralement. Et donc, apprendre de ces erreurs pour ne pas les reproduire. Et cette recherche de l'amélioration, cette itération personnelle, va vous permettre de mieux supporter les difficultés de la vie, mais également de faire montre d'un peu plus de sagesse aux yeux de l'univers, aux yeux du Tout-Puissant, aux yeux du Big Boss. Donc ça, c'est la deuxième approche qu'il propose. D'accord, être conscient de chaque choix. Et quand vous apprenez de vos erreurs, justement, vous êtes conscient de ce que vous faites avant de prendre des décisions, de poser des actes. Vous commencez à réfléchir un peu plus. Vous n'êtes plus dans une logique mécanique. Vous commencez à développer ce réflexe de vous poser la question suivante. Est-ce que ce que je vais faire est bien?
Quelles pourraient être les conséquences? En fait, quand on croit au karma et quand on l'intègre véritablement, on a du mal à causer du tort aux autres. On a du mal à sortir des mots qui blesseraient les autres. Parce qu'on est véritablement connecté à soi dans le présent et on coupe les automatismes, ce qui permet aussi d'améliorer son caractère. Voilà un petit peu ce qu'il explique par rapport au karma. Et pour conclure là-dessus, il faut se souvenir que chaque geste, chaque parole, chaque petite attitude compte. Il n'y a pas de petites ni de grandes fautes. Je pense, c'est vrai qu'il y a, comme on dit, des fautes qui méritent des peines capitales, pas de la part des hommes, mais de la part de l'univers. Il y a des choses qui sont punies plus sévèrement, c'est sûr. Mais dans tous les cas, il n'y a pas de petits mensonges. Quand on dit, ouais, ce que j'ai fait, c'est pas grave. Non, c'est une erreur qui est enregistrée. L'univers est mécanique. Il ne va pas tenir compte des contextes et tout ça. Ensuite, il y a la quatrième loi qui est la loi du détachement. Il parle ici du lâcher-prise. Alors, ce qu'il explique, c'est qu'il ne faut pas s'attacher au résultat lorsqu'on fait quelque chose. Parce que quand on est dans cette logique-là d'attente, eh ben, on est aussi dans une logique de manque. Quand on est dans cette logique d'attente, on finit par développer beaucoup d'anxiété. Parce que, à force de vouloir tout de suite toucher du doigt les résultats de ce qu'on fait, eh bien, on a peur de ne pas réussir, par exemple, on a peur de ne pas obtenir ce qu'on veut, on est anxieux, on peut aller jusqu'à provoquer des angoisses profondes, et ça va jouer sur notre psyché. Et tout ça, en fait, c'est connecté. À partir du moment où vous avez des troubles psychiques, c'est compliqué. Et on pense que quand on parle de troubles psychiques, on parle que de gens qui sont fous, ceci ou cela. Non, ça n'a rien à voir. La démence n'est pas la seule forme de trouble psychique. Il y en a plein, à des degrés divers. Et donc, le fait d'être dans l'attente compulsive, ça va également jouer sur vous. Il est préférable, tel qu'il explique, et j'y adhère, de laisser faire. C'est-à-dire, vous faites ce que vous avez à faire, vous faites le nécessaire dans chaque situation, et vous faites confiance en l'univers après, vous laissez couler. C'est vraiment du lâcher-prise, au lieu de s'enfermer dans la recherche de la sécurité. Parce qu'encore une fois, ceux qui cherchent la sécurité de façon maladive sont des gens qui sont pleins d'insécurité. Quand on est vraiment stressé par l'argent tout le temps, on en veut, on a peur de perdre un franc. Quand on est péniphobe, c'est-à-dire des gens qui ont peur de la pauvreté, par exemple, ou quand on développe d'autres peurs qui deviennent vraiment ancrées en nous et qui sont viscérales, c'est qu'on a un problème de sécurité. Et c'est aussi une façon de ne pas vouloir accueillir l'inconnu. Donc ce qu'il suggère, c'est de laisser l'inconnu venir à nous, de savoir qu'à partir du moment où on a fait notre travail, le reste ne dépend pas de nous. Ce n'est pas de la fatalité, ce n'est pas non plus un appel à la négligence. Non, faites votre travail convenablement, accomplissez chaque tâche convenablement, comportez-vous bien et laissez couler. La loi numéro 5, c'est la loi du non-effort, qui est un peu similaire à la loi du détachement. C'est-à-dire qu'ici, ce qu'il explique, c'est qu'il faut accepter les situations. D'accord? Il faut accepter ce qui arrive. Et j'aime prendre cet exemple du poisson qui nage sans faire d'effort, l'herbe qui pousse sans faire d'effort. La nature ne fait pas d'effort. En fait, toutes les lois de la vie sont dans la nature. C'est parce que nous ne savons pas observer que nous avons perdu justement cette notion-là d'observation et d'enseignement à partir de la nature qu'aujourd'hui nous sommes perdus. Quand on observe la nature, tout se fait naturellement, justement. Quand on dit naturellement, vous voyez bien le mot, naturellement, sans forcer. Donc, il explique que ça ne sert à rien d'essayer de contraindre l'énergie, puisque tout est énergie, qu'il faut la laisser circuler, qu'il ne faut pas forcer les choses, qu'il ne faut pas, par exemple, s'entêter à vouloir expliquer à une personne son point de vue lorsqu'elle ne veut pas le comprendre. Parce que quand on rentre dans ce cycle, eh bien, finalement, on force soi-même, on va sortir de ses gonds, on va rompre tous les efforts qu'on fait pour être silencieux, pour être pondéré et modéré, et on rentre dans des diatribes, dans des disputes, etc. Blablabla. Donc, ça devient finalement une situation qui va créer des tensions, et quand ces tensions-là sont créées, évidemment, l'énergie qui circule, elle est corrompue. Celle qui est autour de vous, celle qui traverse votre corps, etc. Donc, pour lui, le plus simple, c'est de faire les choses tranquillement. Accepter déjà, dit-il, les situations. C'est pas de la fatalité, encore une fois. C'est comprendre que la réalité de l'instant est la réalité de l'instant. Et qu'on peut travailler à améliorer le futur. Mais ce qui s'est déjà produit là, c'est ce qui s'est produit. Ok? Ensuite, il parle de la responsabilité. Je dis dans ma chanson, Ton pire ennemi. Non, c'est pas dans Ton pire ennemi. Je dis dans Aujourd'hui, c'est sur le même album. Je dis que personne n'est responsable de ta chute et tes faux pas.
Ne donne à personne le pouvoir de contrôler tes peurs. C'est très important. À partir du moment où vous acceptez les choses, vous prenez également la délégation et la responsabilité entière de vos erreurs, de vos succès, avec modestie et humilité, mais de vos erreurs surtout, et vous comprenez qu'il faut se responsabiliser. Quand on se responsabilise, à sortir de ce moment-là, on comprend que la racine de l'évolution, elle est en nous. On accepte les situations telles qu'elles sont. On ne fait pas d'efforts au-delà de la normale, de façon démesurée ou incontrôlée, et puis on s'abandonne ensuite à ce qui va arriver. Donc il parle d'acceptation, de responsabilité et d'abandon. L'abandon, c'est le lâcher prise, encore une fois. C'est laisser couler. Puis, la loi numéro 6, qui est la loi de l'intention et du désir. Globalement, ici, il parle de manifestation. Et il revient sur un fait bien connu, aujourd'hui et admis, même de la communauté scientifique, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, nous émettons des vibrations. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le temps que nous passons à nourrir des pensées négatives corrompt nos vibrations. Comment on fait pour amplifier ces vibrations? Nous sommes en fait comme des antennes. Nos pensées, nos émotions sont des antennes. Et nous devons envoyer des signaux dans l'univers. Plus les signaux sont forts, plus l'univers réagira. Et je marque une pause pour ouvrir cette parenthèse. Les émotions négatives sont plus puissantes que les émotions positives. On dit souvent, Einstein l'a dit d'ailleurs, qu'il faut 10 pensées positives pour équilibrer une pensée négative. Est-ce que vous imaginez? C'est-à-dire que la puissance de radiation d'une pensée négative est 10 fois plus élevée que celle d'une pensée positive. Or, nous sommes souvent en proie à des pensées négatives de façon automatique et incontrôlée. C'est pour ça que la méditation, c'est important. Ça permet de se recentrer, d'apprendre à discipliner un petit peu le flux de pensées que nous avons dans notre esprit. Parce que sinon, la manifestation n'est pas possible. Si, pour manifester, vous êtes dans cet état d'esprit-là, négatif, ce n'est pas bien. Il faut pouvoir commencer le processus des manifestations en clarifiant déjà ce que vous voulez. Souvent, on veut beaucoup de choses à la fois. Et ce n'est pas possible. Il faut avoir un objectif principal, majeur. Et cet objectif-là, on se concentre sur lui. Lorsque vous aurez obtenu ce que vous voulez, vous passerez à autre chose. Donc la première chose, c'est ça, c'est clarifier ses objectifs. Ça peut être en prenant une feuille de papier, tout simplement en écrivant. C'est la méthode la plus recommandée parce que ça permet véritablement de toucher du doigt ce qu'on veut, écrire, intérioriser. Ensuite, libérer vos intentions, c'est-à-dire ne pas forcer. Si vous faites de la visualisation, faites de la visualisation. Si vous pratiquez les affirmations positives, allez-y, peu importe la technique, mais une fois que c'est fait, lâchez prise. Même si vous faites de la visualisation 1 fois, 2 fois par jour, quand vous finissez votre séance de visualisation, lâchez prise. Ne passez pas votre temps à vous dire, bon, je suis en train de regarder, ça fait combien d'heures que j'ai fait ça? Ça fait combien de jours? Ah, c'est déjà le 2e jour, rien ne se passe. Vous faites ce que vous avez à faire et vous vous abandonnez après à l'univers. C'est ça, libérer les intentions. Et ensuite, comme il dit, avoir confiance en l'univers. Parce qu'il est possible que les choses se passent différemment de ce que vous avez prévu. Je te donne un exemple simple. Quelqu'un veut une berline, grosse voiture. Il veut une berline bleue. Si au final, il a une berline grise, c'est pas la fin du monde, il aura eu la berline. Donc il faut comprendre que ça va pas être exactement ça. Ou alors, vous voulez un emploi qui soit rémunéré à 1,5 million de francs CFA par mois et vous en trouvez un à 1,2 million ou à 1,7 million. Pourquoi pas? Donc ce n'est pas non plus comme si vous avez l'antenne la plus puissante du monde. Vous ne l'avez pas. Nous ne l'avons pas. Il n'y a que des gens qui ont développé une discipline spirituelle pendant de longues années, des décennies, et ils sont très très rares, qui sont capables d'obtenir exactement ce qu'ils veulent. Et il y en a un en Asie, en Afrique, au moins sur ces 2 continents, je sais. Probablement en Europe aussi. Bref, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut rester ouvert et détaché justement des résultats en se disant que les choses vont arriver. L'univers vous donnera ce dont vous avez besoin. Il vous donnera ce que vous avez demandé si vous pratiquez les choses convenablement. Et c'est un tout. Si dans votre vie, justement, vous pratiquez le don, comme on l'a dit, si vous pratiquez également la méditation, si vous vous recentrez, si vous respectez la nature, c'est un ensemble. C'est un peu comme si en haut, il y a une feuille de calcul qui additionne un certain nombre de paramètres pour au final nous donner une note ou alors nous donner des bons points ou des mauvais points. Donc c'est important de manifester et de pratiquer cette loi-là, qui est la loi de l'intention et du désir.
dernière loi que nous allons voir, qui est la septième, donc abordée par Deepak Chopra et développée par lui, c'est la loi du dharma, qui est différente de la loi du karma. On entend moins parler de la loi du dharma. Globalement, si on devait résumer, on dirait joue ta partition. Il explique que chacun de nous est paramétré pour quelque chose. Chacun de nous est unique. Chacun de nous a un don. Et chacun de nous a une manière particulière d'exprimer ou de pratiquer ce don. Parce que si vous êtes doué en cuisine, si on vous donne une recette à réaliser, vous ne la réaliserez pas comme le voisin qui lui aussi est doué en cuisine peut-être. Vous prenez des gens qui jouent au foot, au basket, n'importe quel sport. Chacun a son style. Chacun a sa manière d'être. Donc nous sommes des êtres uniques. Quelles que soient les ressemblances qu'il peut y avoir sur le plan physique, le plan mental, le plan psychique avec des parents, des ascendants ou que sais-je, ou même lorsqu'on absorbe un peu le comportement de l'environnement auquel on appartient, nous avons au fond de nous, intrinsèquement, des particularités. Et ce qu'il explique, c'est que nous devons aller chercher justement au fond de nous, quelles sont ces particularités-là, quels sont mes dons, quels sont mes talents et quelle est ma mission. Parce qu'une fois qu'on a identifié ces talents, on doit ensuite passer au développement de ce talent-là. Un talent brut, ça peut vous permettre de faire de belles choses, mais vous serez très limité. Votre mission doit être de développer votre talent pour le mettre au service des autres. Ne vous demandez pas obsessionnellement comment je peux gagner de l'argent. Demandez-vous comment est-ce que je pourrais servir les gens avec mon talent. Et l'argent viendra. Je dis souvent, même quand on parle d'entrepreneuriat, pour moi tout est lié. Quand on parle d'entrepreneuriat, on dit qu'il faut satisfaire un besoin d'abord. Et l'argent viendra. Plus le besoin que vous allez satisfaire sera grand ou important, plus vous gagnerez d'argent. Mais le but, c'est déjà de servir les autres, donc l'humanité. Qu'est-ce que vous apportez? Votre talent peut être utile de 1000 manières selon les environnements, selon l'époque. D'accord? C'est à vous de chercher. Et je sais que ce n'est pas toujours simple de trouver parce que on veut réaliser des rêves alors qu'il est plus important d'accomplir sa mission. Et ça permet de toute façon indirectement de réaliser aussi ses rêves après. Et on se dit comment trouver mes talents. Moi, je connais plein de gens quand je vais à des conférences qui me disent mais comment est-ce que je pourrais faire pour savoir en quoi je suis doué ou ce que je peux faire. Et j'ai bien parlé de cette phrase d'Alex Balogun qu'il prononce souvent. C'est un ami qui est un coach en développement personnel et en business aussi. Et il dit que le cimetière, c'est une phrase de quelqu'un d'autre mais qu'il cite souvent. Il dit que le cimetière est l'endroit le plus riche parce que c'est là où on trouve le plus de personnes talentueuses qui n'ont jamais fait usage de leur talent. Elles n'ont même pas utilisé. Elles n'ont pas dépensé le capital talent qu'elles avaient. Et c'est quand même triste. Ne tombez pas dans ce piège. Nous avons une formation sur la plateforme academyrock.com, le lien est en description, qui est une plateforme de e-learning, d'accord, qui peut vous aider. Si ça vous intéresse, de découvrir votre talent pour réussir votre vie, d'analyser les différentes formes d'intelligence que vous possédez. Parce que c'est une façon de le faire et c'est un peu de cette manière que la formation est conçue. Analyser les intelligences que vous possédez pour essayer de comprendre votre personnalité et de voir quelles sont vos aptitudes et comment vous pourriez les développer pour choisir une profession ou choisir un domaine d'activité, choisir un projet à gérer. Alors, je vous invite à aller vous inscrire sur notre plateforme de e-learning, à suivre cette formation qui est donnée par Alex Balogun et vous pourrez vraiment apprendre à votre rythme parce que nos formations, elles sont designées comme ça. Vous les suivez depuis votre téléphone portable ou votre ordinateur à votre rythme. Vous y allez sans pression. Et voilà, c'est un accès illimité à toutes les vidéos qui sont des cours en fait. Donc je vous invite à aller voir ça. Il y a d'autres formations sur la plateforme, vous pourrez voir. Et je vous invite également à aller écouter l'album de développement personnel Soyons Rock. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis également artiste depuis très longtemps, même si j'ai eu une grande parenthèse. Et j'ai sorti un projet il y a quelques mois, mon dernier album, qui s'appelle Soyons Rock. Donc, rock comme la communauté, c'est notre mantra, toutes les activités tournent autour. C'est un album de développement personnel. Donc, ce sont des thèmes de développement personnel abordés sur de la musique urbaine. C'est une approche inédite. Il vous suffit d'écouter ces chansons les matins et vous vous rendrez compte que votre mindset va commencer à changer, que vous serez boosté pour la journée, que vous aurez une nouvelle perception des choses et que vous allez forcément, évidemment, renforcer votre mental. C'est disponible en streaming, c'est disponible à l'achat digital, toutes les infos sont dans la description. Voilà ce que je voulais partager avec vous, j'espère que cette vidéo vous a aidé, mais surtout, je vous invite à pratiquer ce que vous avez appris. Ne faites pas comme la plupart des gens qui lisent des bouquins, qui vont à des conférences, qui suivent des formations et qui après n'appliquent rien. Parce que sinon,
rien ne changera. Vous serez encore plus frustré de vous dire que vous avez des clés que vous n'utilisez pas. Mettez-nous un petit pouce, ça nous encourage. Abonnez-vous pour que la communauté continue à grandir. Plus on sera nombreux, plus on impactera l'Afrique et le monde. Et en attendant, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre esprit, de votre mental. Rêvons, osons, créons, soyons rock.